Je vais donc conclure. Alors après une journée et demie de rêve et d'érudition, j'espère ne pas être trop basique, puisque je vais m'adresser surtout aux cavaliers. Et je voudrais commencer par remercier Frédéric Bouix, le président de la Fédération française d'équitation, et Pascal Marie, le président de la commission culture, d'organiser ces journées qui deviennent un moment important, je pense, pour notre communauté. Alors, pour clore, et puisque nous sommes au siège de la Fédération française d'équitation, je voudrais interroger modestement ce que le cheval, dans l'art, nous enseigne à nous autres, écuyers, cavaliers, enseignants, et souvent incorrigibles passionnés de technique. Bref, que pouvons-nous apprendre de ces siècles de représentation ? Alors certes, l'art c'est l'art, un héritage historique, parfois beau ou pas. On pourrait penser qu'il a sans doute touché les contemporains des époques passées, mais qu'à l'heure de la photographie, de la vidéo et d'une IA qui décortique avec finesse la moindre image quand elle ne crée pas par elle-même ce que l'œil ne peut percevoir, ces témoignages peuvent paraître bien dérisoires ou dépassés. Dépassés. Voilà. Mais votre présence ici témoigne évidemment du contraire. Ces représentations de l'homme et du cheval dans l'art sont en fait d'une importance majeure, vous le savez bien. En premier lieu parce qu'elles ne sont jamais innocentes. Derrière chaque image, une fresque rupestre, un portrait de la Renaissance, une gravure de traité équestre, une sculpture contemporaine, il y a des gestes, des savoirs, des valeurs qui parlent directement de la façon dont les civilisations ont pensé et pratiqué l'équitation et leur relation au cheval. Chaque sculpture, chaque image est une archive vivante, une mémoire visuelle au sens large. Relire cette mémoire avec un œil de cavalier d'aujourd'hui aide à redécouvrir notre histoire, à renouer avec des gestes oubliés, à interroger nos présupposés et à bâtir une culture équestre plus consciente, plus responsable, prometteuse et même plus éthique. L'idée de chercher dans les tableaux, fresques, statues, sculptures, bas-reliefs, décors de poterie, objets d'art, peignes, colliers, etc. des informations sur les techniques d'utilisation du cheval dans le passé n'est pas nouvelle. Le commandant Lefebvre Desnouettes, étudiant entre 1910 et 1930 l'attelage antique, est un précurseur en la matière, même si ses conclusions sont aujourd'hui remises en question, tout comme Jean Spruit pour l'attelage antique et l'équitation africaine ancienne, ou Jean Deloche pour le harnachement en Inde, Georges Repsae, Pia Cuneo, etc. Lors des premières journées culturelles organisées par la Fédération en 2024, Franck David, ici présent, héritier des travaux de Jean Spruit, avait d'ailleurs évoqué cet attelage antique et les problématiques de traction en reconstituant ces attelages grandeur nature et en modèle réduit d'après l'iconographie existante. Mais pour étudier l'histoire de l'équitation à travers l'art, il faut d'abord distinguer les images produites à l'époque même et dans l'ère géographique étudiée, de celles qui sont postérieures ou étrangères à ce contexte. Les unes et les autres n'apportent ni les mêmes informations, ni le même type d'éclairage. Pour celles qui sont postérieures ou étrangères à ce contexte, bien qu'esthétiquement intéressantes, elles renseignent surtout sur la société et l'époque de leur créateur. La miniature de Jean Fouquet, datée d'environ 1470 par exemple, représentant Jules César traversant le Rubicon, reprend les codes de l'équitation de l'époque et non de ceux de César, qui n'avait ni étrier, ni harnachement, ni ses chevaux, ni qui se n'est pas en selle comme ça, etc. Le tableau de Benjamin Hédon représentant Alexandre à cheval, entouré de figures en costume à l'antique, en dit plus sur la vision classique de l'Antiquité de l'époque que sur l'histoire de la Grèce ancienne. D'ailleurs, le cheval est embouché d'un mors identique à ceux utilisés dans l'artillerie dans le premier quart du XIXe. Vercingétorix jetant ses armes aux pieds de Jules César est magnifique, mais les boucliers romains de l'époque, donc en 52 avant Jésus-Christ, étaient plutôt ovales et non rectangulaires. Ils le seront plutôt au 1er et 2e siècle. Le cheval est proche d'un percheron du 19e qui n'existait évidemment pas. Et les Gaulois montaient d'ailleurs des poneys, comme nous l'a appris Sébastien Lepetz lors des précédentes journées culturelles. De la même façon, Bonaparte franchissant les Alpes ressemble plus au premier, au second, etc. Les exemples sont nombreux. En ce qui concerne les œuvres produites à l'époque même et dans l'ère géographique étudiée, encore faut-il que l'artiste ait présenté son sujet avec exactitude. Or, à part certaines exceptions, les écoles artistiques n'ont pas forcément montré la réalité de leur époque. En effet, l'imitation de la nature a souvent été rejetée car considérée comme contraire à l'idéal esthétique ou éthique du temps, ou comme un obstacle à la liberté de création. Et même quand il s'agissait d'un objectif, l'imitation s'est heurtée à des difficultés d'observer, de voir et de rendre la réalité qui échappe en grande partie à la volonté et même à la conscience des artistes. Et ces difficultés sont de trois ordres.
D'abord, on ne peut ni saisir ni reproduire ce que l'on ne peut pas observer. Par exemple, le mors situé dans la bouche du cheval ou la selle quand son cavalier est dessus. Ensuite, on peut observer sans voir, surtout dans le domaine équestre qui met en action des techniques du corps, position et action des mains, des jambes et de l'assiette du cavalier via des outils, la selle, les étriers, la bride, le mors, souvent accessoires, fonction du but et du niveau de confort et de sécurité recherché. C'est pour cela que la représentation des chevaux aussi comporte de nombreuses inexactitudes dans leurs proportions, leur modèle, notamment dans leur rapport avec la taille des hommes, leur race ou leur allure. On l'a dit hier. L'exemple le plus connu est celui du galop volant, entre convention esthétique et méconnaissance des allures rapides, qui devra attendre les premiers travaux de Muybridge pour que l'on découvre la réalité du mécanisme du galop, même si en réalité les écuyers connaissaient déjà les 3 temps du galop, mais ce qu'ils ignoraient c'est le mouvement, puisque c'est dans la guérinière, mais ce qu'ils ignoraient c'est ce qui se passe lors du temps de projection. Troisième difficulté, il est possible d'observer et de voir sans parvenir à reproduire. Chaque époque a ses canons et ses modes esthétiques. Hier, Édouard nous disait, on reconnaît très bien Géricault, on reconnaît très bien Delacroix, voilà, donc il y a des canons. Les Grecs et les Romains sont souvent représentés sans selle, alors qu'ils en possédaient une. Les hippiums chez les Grecs et la sella chez les Romains, bien que sans arçon. De même, au XIXe, l'arabomanie qui régnait dans les milieux équestres et hippiques sous l'Empire, puis l'anglomanie sous la Restauration, influencèrent les artistes du XIXe, comme en témoigne la profusion de chanfreins concaves, caractéristique des chevaux arabes, ou la silhouette effilée des pur sang anglais, même dans des tableaux où ces chevaux apparaissent à l'évidence comme anachroniques ou déplacés. De fait, la plupart de ces œuvres d'art renseignent davantage sur leur auteur que sur leur sujet, et la série des Nubiens, par exemple, de De Dreux, en dit sûrement plus long sur l'imaginaire colonial occidental que sur la vie des musulmans au XIXe. L'art a donc ses raisons que la raison ignore, sa logique échappe souvent à la rationalité historique. Pour autant, il serait dommage de renoncer à son précieux rapport, car l'histoire de l'équitation éclaire l'art, et l'art nourrit l'histoire de l'équitation, à condition évidemment de savoir les interroger et de les faire dialoguer. Les arts apportent donc des informations précises et tangibles permettant de connaître de nombreux détails ignorés ou méconnus et de rétablir des vérités à condition de savoir les lire. Encore faut-il distinguer 2 sources, les traités d'équitation d'une part et les arts en général, tableaux, fresques, statues, sculptures, bas-reliefs, décors de poterie, etc., etc. Commençons par les traités. Alors je ne reviens pas sur ce que François Vallat nous a appris sur l'illustration en médecine et en chirurgie du cheval et me concentre sur les traités d'équitation. Comme le montrent les travaux de Pilla Cuneo, l'iconographie des traités se place en parallèle du texte, parfois même en le structurant, et donne un modèle visuel à imiter et à dépasser. Elle entraîne le lecteur comme le cavalier entraîne le cheval, en lui donnant des repères visuels sur la posture, les airs de manège et les idéaux de maîtrise de soi. Elles sont plus des aides, des outils pédagogiques de transmission du savoir que des photos ratées, si je puis dire, avant l'heure. Les disproportions, répétitions de figures, choix de cadrage servent à mettre en avant des gestes, des rapports de force, une relation homme-cheval, plus que, en fonction des époques, un réalisme anatomique strict. Elles apportent néanmoins de nombreux éléments sur la place exacte de l'assiette du cavalier, la ligne de l'encolure du cheval, la position des rênes et de la main, l'équilibre des 2 partenaires, le rapport au cheval, etc. Ce qui donne des clés de lecture de la représentation en général du cheval dans l'art. L'iconographie des traités nous aide donc à comprendre ce que l'on voit dans les tableaux. En effet, les représentations du cheval dans l'art, bien que variables dans le temps et dans l'espace, foisonnent de discrets détails et informations souvent en partie imperceptibles au regard non averti, mais indispensables pour comprendre ce que l'on voit. Longueur des étrivières, forme et hauteur du pommeau et du trousquin, tenue des rênes, position des jambes et du buste du cavalier, etc. Alors les exemples sont extrêmement nombreux et à toutes les époques, mais je vais en donner 2 en lien avec les 17 et 18e siècles à partir du traité d'Antoine de Pluvinel. Donc comme vous le savez, Antoine de Pluvinel fut l'écuyer des rois Henri III, Henri IV, puis du jeune Louis XIII. Il nous a laissé 2 ouvrages posthumes illustrés par les gravures de Crispin de Pas, le jeune, et ces gravures sont d'une précision remarquable. Elles nous renseignent sur, je dirais, entre guillemets, les mœurs équestres de l'époque et nous permet d'avoir une lecture plus fine des tableaux des 17 et 18e siècles. Alors ici, dans la gravure que vous voyez, ce n'est pas le roi qui est à cheval, mais un de ses courtisans, monsieur le comte de Soyon. Le roi porte un chapeau et se tient à gauche d'Antoine de Pluvinel, qui lui est tête nue à gauche de la gravure, une gaule dans la main droite. Le comte est à la pesade, un air d'école parfaitement réalisé. Et ce que l'on peut voir, c'est que les rênes sont détendues, tout comme les cordes d'attache aux 2 piliers.
qui sont nouées, elles, en licol et passent au-dessus de la nuque du cheval, ce qui est un détail assez intéressant. Bien que le travail au pilier soit contraignant par nature, ici, on voit que le cheval paraît libre et décontracté. Et plusieurs détails font penser qu'il ne s'agit pas uniquement d'une image idéalisée, même si elle l'est en partie, mais qu'elle contient une part de vérité qui nous renseigne sur le rapport du cheval à l'époque. Alors, outre l'architecture très détaillée, on peut observer que les deux chevaux en arrière-plan, on peut observer les deux chevaux en arrière-plan. Ils sont couverts d'une couverture englobant l'encolure comme cela se fait dans les sports équestres ou les courses aujourd'hui, sans doute pour qu'ils ne prennent pas froid. Et plusieurs gravures montrent ce détail, ce qui fait penser que les chevaux étaient peut-être détendus ailleurs par quelques pages avant d'être acheminés au manège. Et le manège étant le lieu où l'on entraîne le cheval, il deviendra un lieu couvert que tardivement, 19 et 20e siècle. Mais donc le cheval devait être amené au manège pour le travail du roi. Mais ni Pluvinel, ni Labroue, qui est le contemporain de Pluvinel, ni d'ailleurs à ma connaissance aucun auteur des 17 et 18e siècles n'évoque ce point de la détente du cheval, ni de cette couverture. Autre détail, ils ont les yeux bandés par des œillères, un dispositif que l'on retrouve plusieurs fois dans les gravures, ce qui témoigne d'un usage courant. Et Pluvinel n'évoque pas non plus ce point. Salomon de Labroue, son contemporain, le mentionne une fois en utilisant le terme œillère pour désigner dans son ouvrage Le cavalleriste François ces accessoires limitant la vision latérale du cheval tout en n'étant pas favorables à leur emploi pour le dressage. Et on pouvait voir une magnifique paire d'œillères à Versailles lors des Jeux Olympiques. Autre détail intéressant à noter et qui fait pencher vers une photographie, c'est le faciès des chevaux, qui sont, tout au long du livre, tous différents. Ce n'est pas un modèle qui a été repris, tous les faciès sont différents. Mais aussi leur attitude, puisque certains chevaux montrent des signes d'inconfort dans l'exercice et d'autres non, comme l'on remarque par exemple par la queue rentrée entre les postérieurs, en haut à gauche et au milieu, alors que d'autres chevaux n'ont pas cette queue rentrée, donc en bas à gauche et à droite, et on sait que les chevaux qui rentrent leur queue, c'est un signe d'inconfort. On remarque aussi, ces gravures nous dévoilent aussi la nouvelle position qu'adopteront les rois tout au long du siècle, sous l'influence d'Antoine de Pluvinel, et la selle qu'il invente, qui remplace la selle à piquer du chevalier, que l'iconographie dévoile parfois distinctement, comme sur ce célèbre portrait d'Henri IV, où l'on voit à la fois la selle, que vous voyez la gravure en haut à gauche, et à la fois la selle et la position typique qui va prévaloir à partir de Pluvinel. Désormais, le corps doigt, et contrairement au Moyen-Âge, je cite, correspondent à l'échine du cheval avec pareille harmonie et concordance, comme si c'était une musique. La position devient donc relativement plus naturelle et moins fatigante. On est désormais en selle comme debout sur l'enfourchure, jambes droites et tendues, fermes sur les étriers, genoux serrés, une position qui perdurera tout au long du XVIIe siècle avant d'évoluer à la fin des XVIIe et puis au XVIIIe siècle, notamment grâce à l'école de Versailles et à François de Robichon de la Guérinière. Et c'est une position que l'on retrouve sur les gravures et tableaux chez Louis XIII, chez ses contemporains et pendant une grande partie du règne de Louis XIV. Y compris d'ailleurs chez les femmes quand elles montent à califourchon. Cette position s'assouplira et perdra de sa raideur en fin de siècle, ce que l'art traduit peut-être sans le savoir. Elle évoluera, comme le montre ce détail du tableau de Adam van der Meulen, Louis XIV at the Crossing in the Rhine, daté d'environ 1674-1679, ou ce portrait du roi de 1679. Voilà. Et on voit que ce n'est plus exactement la même chose. Voilà, il y a une évolution. La position évolue et se rapproche de l'enseignement de l'école de Versailles et de celui de François Robichon de la Guérinière, un des plus grands écuyers du XVIIIe, emblématique de l'école française, avec qui la position se modifie, s'assouplit vers plus de liant de la jambe et une attitude caractéristique du haut du corps, notamment grâce, une fois encore, à la modification des selles. En effet, le souci de l'esthétique et de la grâce qui prévalait au grand siècle amène la recherche de la décontraction, de l'aisance et une aimable soumission du cheval résultant d'un dressage à base de psychologie et de douceur. La Guérinière transforme les selles au XVIIIe qui jusqu'alors ne permettent que peu de mouvement et maintiennent le cavalier dans une position un peu figée. Par là même, il modifie la position pour lui donner une assiette qui sera conservée presque sans modification jusque vers 1830.
Au lieu de placer le cavalier sur l'enfourchure et sur les étriers, il le fait asseoir sur les fesses, sur les ischions, et le fait tenir à cheval principalement par équilibre et souplesse, par relâchement des muscles et par action de la pesanteur. Les portraits de la fin du règne de Louis XIV, puis de Louis XV et de Louis XVI montrent bien ce liant, loin de ce qu'on appelait les jarrets de fer de Louis XIII, c'est-à-dire le fait de serrer les genoux le plus possible, et de la première moitié du XVIIe. L'écuyer affiche un air d'aisance, sans suffisance, il est redressé, les épaules effacées, les jambes tombant naturellement de chaque côté de sa monture, sans s'y plaquer, il est bel homme de cheval, sur un cheval parfaitement équilibré et léger, ce qui impose qu'il soit aussi bon homme de cheval, l'un n'allant pas sans l'autre. Et c'est la même chose, évidemment, chez les dames, comme vous le pouvez le voir à droite. Et puisque nous sommes au XVIIIe et à la question des détails, notons la similitude dans les tableaux de la configuration et de la taille des morts, dans les tableaux des XVIIe et XVIIIe siècles, ainsi que des reines toujours représentées longues, ce qui explique l'histoire de l'équitation. En effet, l'équitation dite classique, donc des XVIIe et des XVIIIe siècles, de la broue à la guérinière à peu près, privilégie l'équilibre du cheval, le cheval se tenant seul. Les rênes sont détendues, ce qui s'explique par la taille des branches. D'ailleurs, à noter que plus que la taille des branches, c'est la taille des pontées, ou ce qu'on appelle les branches supérieures, c'est-à-dire la partie qui est au-dessus du canon qui fait la dureté du mort, mais aussi de par l'équitation envisagée. Au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est main d'abord et main légère, comme le rappelle ce tableau d'Olivier Pichat. Rendez la main, monseigneur. Tandis qu'à partir du 19e, avec l'anglomanie et le développement du sport, l'équitation et donc le harnachement et les embouchures vont se transformer et le main d'abord, main légère de l'équitation classique va devenir jambe d'abord, cheval léger, modifiant donc en profondeur la représentation cavalière. Il manque un truc, c'est pas grave. Non, c'est là, c'est bon. Voilà, là vous avez donc le 19e. Si l'iconographie des traités d'équitation et l'histoire de l'équitation éclairent la représentation du cheval dans l'art, réciproquement, évidemment, l'art apporte souvent des témoignages exceptionnels à l'histoire de l'équitation. Là encore, les exemples sont très nombreux, mais je me contenterai d'en citer 3. Le premier, qui a été décortiqué par le colonel Bogreau, c'est ce chevalier de Saint-Georges de 1508 d'Albrecht Dürer, dont on sait qu'il tenait à reproduire le plus fidèlement la nature. Et que voit-on sur cette gravure, sur cuivre, de petite taille? Eh bien sans doute le vrai chevalier, très loin de l'image d'Épinal que vous avez en haut à droite. Et que voit-on? Eh bien ce cheval ressemble plutôt à ce que l'on nomme aujourd'hui un mitré courteau, c'est-à-dire qu'il est ramassé, à qui l'on a coupé les oreilles et la queue. Il est poilu, ventru, charnu, il est moche. Voilà. Efficace sans doute, mais moche. Il est souli du devant et campé du derrière, ce qui sont deux défauts d'aplomb que chez les cavaliers on connaît bien, car ils sont caractéristiques des chevaux fatigués qui tentent de soulager leur dos ou leurs abdominaux, le fait d'être campés, ou ayant des douleurs au dos, au garrot, aux régions scapulaires, aux pieds antérieurs, bref, des chevaux qui ne sont pas ménagés. Ce cheval est en équilibre sur les épaules, il possède un mors de bride, 4 rênes, dont des rênes en chaîne, afin de ne pas risquer d'être cassé pendant la bataille et d'être sectionné par l'ennemi, mais qui permettait aussi de maintenir le cheval un peu plus fermé sur son bout de devant à la guerre pour pouvoir piquer l'ennemi sans risquer de le blesser. Et on distingue aussi que les rênes coulissent dans le mors pour s'attacher sur un frontal ou une tétière. Or, ce type de harnachement, appelé aujourd'hui releveur, permettait au cavalier de limiter 2 positions extrêmes de la tête et de l'encolure du cheval, soit de s'enrouler, soit de lever exagérément la tête, attitude dans laquelle le cheval peut échapper aux actions de main de son cavalier. Donc ça nous dit quelque chose du dressage du cheval de l'époque, dressage qui n'existait pas, parce qu'il faudra attendre la Renaissance, on est plus dans une période d'habituation du cheval. L'examen des membres n'est pas à piquer des hannetons, il montre que le cheval possède de nombreuses tares, des tares molles sur les membres et leurs articulations, tares qui résultent généralement d'un emploi intensif et sans ménagement du cheval sur tout terrain, y compris accidenté, profond, etc. C'est même une vraie planche d'hippologie en termes de tares. Enfin, il a les pieds cerclés, signe d'une souffrance à répétition ou d'un trouble général à récidive, comme des changements alimentaires fréquents, une alimentation aléatoire, une affection plus ou moins régulière ou durable du pied telle que la fourbure aiguë ou chronique, des problèmes sur la 3e phalange, des plaies, des clous de rue, etc., etc. Deuxième exemple, ce formidable petit fauconnier de 1470 qui présente au premier abord un étrange comportement. Or nous, cavaliers, on peut l'interpréter.
La scène est presque un instantané. Emporté par l'euphorie et l'empressement, le fauconnier tire à droite, sans doute avec une certaine brutalité, d'où la réaction du cheval qui lève la tête. Percevant immédiatement que le cheval résiste, son cavalier recule la jambe droite d'instinct presque pour pousser les hanches vers la gauche, si vite d'ailleurs qu'il en perd son étrier, car il sait que le foyer des résistances d'un cheval est dans les hanches, on sait que Baucher remettra en cause ce principe, et qu'en déplaçant la croupe vers la gauche, le cheval tournera plus rapidement vers la droite. On a la preuve là que l'on a affaire à un cavalier confirmé qui a l'habitude d'être en selle et qui connaît très bien la biomécanique équestre. Troisième exemple de ce que peut nous renseigner le cheval dans l'art, ce que les chevaux expriment dans leur travail. Alors j'ai évoqué déjà certaines attitudes comme la queue rentrée entre les postérieurs de quelques chevaux dans les gravures du livre de Pluvinel, signe de crainte ou d'inconfort, mais il n'y a évidemment pas que ça. Comme le montre Léa Lansade, le cheval a une musculature de la face quasiment aussi complexe que la nôtre, ce qui lui permet, tout comme nous, d'exprimer ses émotions grâce à une large gamme d'expressions faciales. Si les peintres jouent volontiers sur ces expressions pour dramatiser l'œuvre, d'autres, par leur sensibilité particulière et leur capacité à observer finement et à reproduire les expressions animales, nous renseignent beaucoup sur le vécu des animaux. Ils laissent souvent fuiter, en quelque sorte, des parts de réalité malgré eux que la science de l'éthologie nous permet de décrire aujourd'hui. Et dans ce tableau d'un peintre baroque néerlandais du XVIIe, le cheval a les oreilles orientées vers l'arrière. Alors je suis désolé, on ne voit peut-être pas très bien. Sans doute à cause de la personne à pied qui agite une gaule derrière lui. Ses naseaux sont retroussés, son visage est tendu, son regard paraît inquiet. Autant de signes d'anxiété que l'artiste montre à cet instant. Et alors, sans doute sont-ils fréquents à cette époque et on ne sait pas si c'était pour eux un signe de bien-être ou pas. Enfin, voilà. Alors je pourrais multiplier les exemples pendant longtemps, mais il va falloir conclure. Qu'est-ce que notre temps peut apprendre de cet héritage et comment l'iconographie peut transformer nos pratiques aujourd'hui ? Alors évidemment, il ne s'agit pas de vérité absolue, mais juste de quelques réflexions que je me suis faites et qui corroborent sans doute et qui résonnent en tout cas dans les résultats de l'étude Kantar menée par la Fédération. Pour illustrer ça, voilà, je vous ai mis ce magnifique tableau que nous a montré Nicolas Chaudin hier et qu'il m'a fait découvrir. Et il nous a un peu expliqué le tableau, mais il y a beaucoup de choses à dire dessus, encore plus, et je vous invite à lire son livre, qui est vraiment formidable. Pour nous autres cavaliers, écuyers, dirigeants de centres équestres, ces siècles d'images ne sont pas un luxe érudit, mais en réalité une ressource vitale. Ces images constituent d'abord une mémoire des gestes. Position de main, d'assiette, de jambes, ligne d'encolure, organisation des manèges, dispositif d'obstacles ou travail au pilier, rien de tout cela n'est neutre. Chaque détail visuel porte la trace d'une technique du corps et d'un certain rapport au cheval qui renforce la précision des textes quand elles accompagnent un traité d'équitation. Revenir à ces images, c'est accepter qu'il y a là une grammaire, parfois oubliée, qui peut encore nourrir et affiner notre pratique. Mais ces œuvres ne parlent pas seulement de technique. Elles racontent une histoire des valeurs. Selon les époques, le cheval y apparaît arme, outil, emblème du prince, force de travail ou compagnon singulier. La manière dont il est représenté, crispé ou détendu, écrasé ou équilibré, magnifié ou réduit au rang de support, traduit la hiérarchie implicite entre l'homme et l'animal. En ce sens, l'image équestre est un excellent détecteur de civilisation. Elle révèle la façon dont chaque époque conçoit la technique, le pouvoir, la nature, la relation à l'autre, humain et non humain. L'équitation comprise ainsi est un langage civilisationnel, mais ça vous le saviez, un lieu où se nouent des techniques du corps, des rapports de domination et de liberté, des imaginaires politiques, des sensibilités esthétiques et des valeurs morales. La question n'est pas faut-il imiter ou rejeter le passé, mais plutôt comment dialoguer avec lui. Nous ne pouvons pas, et à mon sens ne devons pas, copier les modèles anciens. D'abord parce que certains sont, à la lumière de ce que nous savons aujourd'hui en biomécanique, en éthologie, en médecine vétérinaire, etc., de véritables impasses pour le cheval, mais aussi parce que l'art lui-même n'est pas une photographie de la réalité, on l'a déjà dit, il déforme, idéalise, codifie. En revanche, nous pouvons traiter ces images comme un laboratoire où chacune devienne une hypothèse de travail. Telle attitude d'encolure, telle tension de rêne, telle position d'assiette sont-elles biomécaniquement cohérentes, confortables, durables pour le cheval ? Est-ce un modèle à réactiver, à adapter ou à laisser au musée ? La tradition, dès lors, n'est plus un dogme, mais un partenaire de discussion. Alors nous vivons à une époque saturée d'images et de vidéos où des centaines de chevaux défilent sur nos écrans sans que nous les regardions vraiment. Or, l'iconographie historique nous invite à une lenteur du regard. Simplement se tenir devant un cheval peint ou sculpté, le décrire, interroger le contact, le dos, les oreilles, les yeux, l'attitude du cavalier. Ce travail de lecture patiente rééduque notre attention.
Il nous apprend à ne pas considérer comme normal ce qui en réalité blesse ou contraint le cheval, simplement parce que nous le voyons partout, dans les médias ou les réseaux sociaux. Il rééduque aussi le regard et nous invite à l'altérité. Il nous apprend que le cheval n'a jamais eu une seule forme parfaite, ni le cavalier une seule assiette idéale. Chaque époque, chaque artiste, chaque écuyer a proposé sa propre manière de chercher la justesse, fonction des finalités de son temps. Loin de nous offrir un catalogue de perfection, l'iconographie nous propose donc des décalages, des raideurs, des disproportions, des contradictions. Et elle nous apprend que l'histoire de l'équitation est faite d'essais, d'erreurs, de tâtonnements, et que c'est dans cette imperfection assumée que se joue souvent le progrès. Regarder ces œuvres, c'est accepter que mon idéal n'est peut-être pas l'horizon absolu, mais une variante parmi d'autres. Cela ouvre la possibilité du dialogue plutôt que du jugement. Au lieu de demander qui a raison, on peut se surprendre à demander qu'est-ce que cette autre manière de faire me révèle que je n'avais pas vu. Et c'est à mon sens une grande leçon pour notre temps, où la différence est désormais érigée en revendication tout en devenant, dans un même mouvement, une totale intransigeance à l'autre. Pour les dirigeants de centres équestres, me semble-t-il, proposition, cet héritage ouvre des responsabilités particulières. On oublie souvent que dans nos clubs, on ne donne pas seulement des leçons. On fabrique jour après jour des normes visuelles qui deviennent pour les élèves, les parents, les jeunes cavaliers et donc les futurs professionnels, l'image même du cheval bien monté, du bon professionnel, de la pratique, du rapport à l'autre et au vivant. Travailler avec l'iconographie revient à se demander quelle image du cheval et du cavalier, comme de l'enseignant, nous souhaitons légitimer dans nos clubs ou nos écuries. Quelle posture, quel harnachement, quelle attitude de bouche, de dos, de regard ou de nous-mêmes nous souhaitons voir se graver dans la rétine de nos publics et lesquels nous devons au contraire cesser de sacraliser. Dans cette perspective, l'héritage iconographique n'est pas seulement un patrimoine, il est aussi un outil de positionnement. Écuyers et formateurs peuvent faire de ces images un formidable outil de formation continue. Lire ensemble les gravures d'un traité, un portrait équestre, une scène de manège, revient à construire un langage commun pour parler d'assiettes, de contact, de signes de tension ou de détente chez le cheval. C'est découvrir que certaines convictions très modernes étaient déjà formulées parfois mieux que nous il y a 3 ou 4 siècles, légèreté de la main, progression patiente, refus de la brutalité, recherche d'un cheval qui se soutient par son propre équilibre, etc. Et c'est aussi accepter de voir que d'autres habitudes, héritées ou à la mode, ne résistent pas à l'examen croisé de l'histoire de l'art, de la science et de l'éthique. Réactiver l'héritage n'est pas restaurer à l'identique une tradition figée, mais plutôt entrer dans ce que j'appellerais une écologie de l'héritage, c'est-à-dire prendre appui sur le legs du passé pour mieux comprendre les exigences du présent sans sacrifier ni l'un ni l'autre. Alors cela demande une posture de respect humble envers la tradition, ni mépris naïf, ni soumission aveugle, et en même temps une fidélité active au cheval d'aujourd'hui, et ce que nous savons désormais de sa sensibilité et de sa vulnérabilité. C'est accepter d'être à la fois les héritiers et les responsables, les héritiers de siècles d'expérience consignés visuellement, responsables devant les chevaux vivants que nous sont confiés et devant les générations de cavaliers qui viennent. Pour conclure, si nous acceptons ce double engagement, alors l'iconographie équestre cesse d'être un décor pour catalogue ou un plaisir de spécialiste. Elle devient un miroir exigeant qui nous renvoie à cette question simple et redoutable. Ce que je fais aujourd'hui avec ce cheval mériterait-il d'être peint ? Si la réponse commence à être oui, ce n'est pas parce que la figure est spectaculaire, mais parce que la relation est juste. Et c'est peut-être là, au fond, la leçon la plus précieuse que notre temps peut recevoir de cet héritage. Faire de l'équitation non pas seulement un sport ou une technique, mais un art vivant de la relation, éclairé par la mémoire des images, enrichi par les savoirs contemporains, et orienté vers une présence plus vraie au cheval, qui enrichira à son tour les générations à venir. Je vous remercie.